Burkina Faso réhabilité après lui avoir refusé la présidence du Conseil des ministres. L'Union économique et monétaire ouest-africaine revient de meilleurs sentiments. Ainsi, le ministre burkinabé de l'économie, des finances et de la prospective, Dr Aboubakar Nakanabo, est désigné à la tête de l'UEMOA. La crise est-elle pour autant terminée au sein de l'institution? Quel avenir pour le franc CFA avec un pays de l'AES aux commandes de l'institution? 90 minutes pour faire le tour du sujet avec au plateau ce dimanche 12 octobre 2025, Didier Nourdine Alaou. Cher ami, bonjour Didier. Bonjour Gilles et bonjour à tous les téléspectateurs que nous saluons de nous suivre un peu partout dans le monde. Téléspectateurs, auditeurs, auditrices, puisque vous nous suivez également sur New World FM 90.5. Didier Nourdine Alaou, vous êtes journaliste, spécialiste en communication pour un changement de comportement social et puis directeur général d'Africa Dev. En votre compagnie, l'homme qui ne bouge pas, sans suspense, son Excellence Sogoyou Kegewe. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs, et auditeurs et auditrices. Qui nous souhaitons la bienvenue pour la seconde merde de ce dimanche. Vous êtes ancien ambassadeur, journaliste de votre État, Sogoyou Kokou Kegewe. Le Burkina à la tête de l'UEMOA, le franc CFA est-il en danger? C'est le sujet du jour. Et vous êtes tous conviés à enrichir cette émission, plus de 128 96 08 43 43 pour nous écrire via WhatsApp si vous nous suivez sur satellite. Vous pouvez commenter également sur Facebook, nous sommes en direct ou sur notre chaîne YouTube, New World TV officiel ou encore à travers la radio. Écrivez-nous, vos messages sont les bien reçus, les bienvenus et je me ferai le plaisir de les relire dans la seconde partie à partir de 13h10. Et chers invités, Dr Aboubakar Nakanabo du Burkina Faso est désigné président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Alors, ma question, est-ce que selon vous, c'est une victoire pour le Burkina Faso, une capitulation pour les pays qui ont refusé de lui confier cette charge, notamment Abidjan, ou le succès tout simplement de tous, c'est-à-dire de l'institution UEMOA? Didier, allô? Oui, merci Gilles. Je ne pense pas qu'on puisse parler de victoire ou de capitulation en tant que telle. C'est juste, à mon sens, une page sombre simplement de l'union, de notre union monétaire et économique, qui malheureusement a montré encore, a donné raison aux membres de l'AES, comme quoi c'est encore l'une des institutions qui sont, si vous voulez, manipulées de l'extérieur, notamment de la France. De quoi s'agit-il? En juillet dernier, lors d'une rencontre de l'UEMOA à Lomé ici, il avait été question essentiellement de passer le témoin au Burkina à la présidence du Conseil des ministres de l'institution et qui est une passation, disons, puisque c'est fait de manière tournante. C'était le tour du Burkina Faso. Selon les statuts. Selon les statuts même de l'institution. Malheureusement, la Côte d'Ivoire en tête et certains pays n'ont pas vu la chose sous cet angle. Simplement parce que les pays, le Burkina Faso fait partie de l'AES et qu'aujourd'hui, l'AES n'est plus membre de la CEDEAO. Et ce qui est disons, une lecture complètement biaisée dans la mesure où, lorsque l'AES a voulu se retirer de la CEDEAO, ça a été dit, ça a été fait, et des actes ont été posés par l'AES dans ce sens. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas jusqu'à présent, ce qui n'est pas le cas de l'UEMOA, puisque les pays de l'AES ont continué malgré tout à utiliser le CFA, à échanger avec les autres pays. Donc il n'était pas question, pour aucune raison d'ailleurs, de refuser donc de passer le témoin au ministre burkinabé. Malheureusement, c'est à ce vilain spectacle très regrettable que nous avons assisté. Il y a d'autres raisons qu'on pourrait dire, mais fondamentalement, je crois que c'est une erreur, c'est une faute
de la part donc, des pays qui n'ont pas voulu passer la main, qui n'ont pas voulu que le Burkina Faso soit mis dans son droit. Et je crois que les membres de l'AES ont été formels, et ils ont claqué la porte, ils ont quitté donc cette réunion. Il y a été des négociations qui ont été menées en coulisses. Et aujourd'hui, lors de la dernière réunion donc, qui s'est tenue il y a quelques jours à Dakar, le Burkina Faso a été mis dans ses droits. Dans cette émission, certainement que nous reviendrons sur l'UEMOA, ce qui lui est reproché et quelles étaient ses missions et comment ça n'a pas marché pour qu'on en arrive là. Mais pour l'instant, je pense que le Burkina a repris fonction et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Excellence, une faute corrigée doit-elle être totalement pardonnée ou oubliée? Non, ce n'est pas une question de faute corrigée ou pardonnée. Ils n'ont rien corrigé, on ne leur doit rien. Ce n'est pas la victoire ou l'échec de quelqu'un, c'est le triomphe du bon sens. La haine, je dis bien la haine des gouvernements libérateurs du Sahel, qu'eux se contentent d'appeler putschistes. Si comme putschiste c'était un crime, alors que chez eux, soi-disant démocratiquement élus, se passe tout le bordel possible et impossible. On piétine, on triture la démocratie, on triture les droits de l'homme, on triture tout, on fout au panier et on vilipende les autres putschistes, alors que dans ces pays putschistes, tout va bien, la politique va bien, l'économie va bien, les droits de l'homme vont bien, tout va bien. Alors, la haine de ce soi-disant régime putschiste a fait perdre le bon sens élémentaire à des gens apparemment respectables. Mais ils ont pété le plomb complètement. C'est une question de bon sens, c'est le triomphe du bon sens. Il n'y a pas un miracle, il n'y a pas à féliciter quelqu'un ou à vilipender quelqu'un. Le triomphe du Burkina Faso, c'est le triomphe du bon sens. Le Burkina n'a rien réclamé, il n'avait même à rien réclamer parce que selon les statuts de l'institution, c'est son tour. Mais maintenant, comme depuis que le maître en haut là-bas, heureusement le maître, il a d'autres chats à fouetter aujourd'hui, il est l'exemple de la démocratie qui ne marche pas. Et ces appendices africains qui se pavanent, gargarisent de démocratie, tu vois ce qui se passe chez eux. Donc la démocratie du maître est une véritable emmerde publique. Rien ne marche. On ne sait pas où est le chef, on ne sait pas qui gouverne quoi, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ont pris ça, ils ont placardé chez eux, on voit ce qui se passe. Les pays du Sahel ont dit, on ne va pas placarder jusqu'à la bêtise dans nos pays. Et ils s'en sortent bien. Et c'est à eux que vous dites, non, tu te rappelles le discours d'un petit minable. Ah oui, le Burkina ne s'entend pas avec la France est propriétaire du franc CFA. Mais cette phrase-là seule devait faire hurler tout le monde. Propriétaire. En France, personne ne connaît le franc CFA. Personne. Si dans la rue à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg, à Orléans, tu sors un billet de franc CFA, tu montres à un Français, sauf un Français qui a vécu dans l'Afrique francophone, il ne sait pas ce que c'est. Et vous dites la France est propriétaire d'une monnaie avec laquelle on vous domine, on vous exploite, on vous tue depuis des années. Et comme Burkina n'est pas en bon terme avec la France, il ne peut pas diriger l'UEMOA. Bon, le Burkina a pris l'UEMOA au nom du triomphe du bon sens. Qu'est-ce qui va arriver? On verra. Mais est-il que leur démocratie de pacotille, leur démocratie de fausses élections, leur démocratie d'élections sans candidat contradictoire, leur démocratie de nomination de Premier ministre, comment on appelle ça? Papier jetable, le Kleenex, Premier ministre jetable, toute cette pagaille-là. Les pays du Sahel ont dit non. Et nous, on les soutient, on leur a donné, et on sait qu'ils géreront ça mieux que tout ce que les autres ont fait jusqu'à aujourd'hui, surtout quand il s'agit des Burkinabés. Donc, ce n'est pas le triomphe du Burkina, ce n'est pas l'échec de tous les gens dont le cerveau est cramé par la haine des autres. On demande à chacun de gérer son pays. Gérez vos pays. Gérez vos pays tranquillement. Le Burkina, les autres, ils gèrent leur pays. Mais vous avez laissé la haine cramer vos cerveaux à tel point que vous n'arrivez pas à gérer vos propres pays. Voilà. Alors, pour vous inviter, le Burkina va le triomphe modeste. Mais c'est intéressant,
qu'on creuse un peu les dessous de ce dénouement, qu'est-ce qui a dû se passer? Qu'est-ce qui a amené finalement les uns et les autres à revenir à de meilleurs sentiments, Didier Nourdine Allaou? D'abord, ils n'avaient pas le choix. En ne restituant pas la présidence de l'UEMOA au Burkina, on vient de le dire largement, c'est une erreur. Mais ils ont eu le choix pendant 3-4 mois. Mais justement, ils ont eu le choix pendant 3-4 mois et l'erreur a perduré sur toute cette période. Donc, encore une fois, c'est une grosse erreur et vous voyez, ce sont ces genres de gestion qui créent des frustrations et qui font que tout le monde n'est pas à l'aise. Ceux qui ont envie que les choses se passent correctement et que ça se passe surtout à l'avantage des peuples africains. C'est cette même méthode, cette même manière de faire de deux poids, deux mesures et qui favorise, si vous voulez, l'exclusion, qui a fait qu'aujourd'hui, les pays de l'Alliance du Sahel ne font plus partie. Parce que si vous analysez au fond, ça fait partie de ces méthodes qui ont fait que l'AES a été créée. Parce que, justement, les autres peuples ne se retrouvaient plus du tout dans ce qui a été la CEDEAO. Et c'est ça qui a continué, malheureusement. Pour répondre à votre question, nous avons, au lendemain donc, de la réunion de la CEDEAO à Lomé en juillet, là où la présidence n'a pas été confiée à l'UEMOA, nous avons vu après quelques activités diplomatiques. Nous avons vu que le président Diomaye Faye a organisé une visite et qu'il est parti à la rencontre du président Talon au Bénin. Et il est venu également à Lomé ici pour rencontrer le président du Conseil. Donc les informations font état de ce que c'est cette diplomatie proactive de ces personnalités qui ont œuvré à ce que le calme puisse revenir au sein donc, de cette organisation. Mais surtout, je pense que la Côte d'Ivoire et justement ses supporters dans cette position ont dû aussi réfléchir et se sont ravisés, ont compris très tôt que si jamais l'AES se retire maintenant de l'UEMOA, ça va être une nouvelle cassure et que ça ne sera pas tenable ni pour l'UEMOA elle-même. Et de toutes les façons, les pays de l'AES ont déjà pris leur destin en main et qui travaillent déjà à la création d'une monnaie. Mais puisque ce n'est pas encore, ils n'ont pas encore décidé de quitter officiellement, je pense que les règles du jeu devraient continuer à se jouer normalement, sans entorse. Et c'est ça justement que les gens n'ont pas compris. Mais si vous voulez, si vous me permettez, je voudrais quand même revenir sur la création de l'UEMOA en 1994 à Dakar, au Sénégal. Et la mission principale, justement, de l'UEMOA, c'est l'intégration économique, principalement. Ensuite, il y a l'harmonisation des politiques économiques dans la région, dans les pays membres, et le renforcement de la compétitivité régionale au sein du marché commun. Mais si vous faites un bilan aujourd'hui, l'intégration économique n'est pas la meilleure réussite aujourd'hui de l'UEMOA. Aujourd'hui, les échanges commerciaux entre les pays membres de l'UEMOA, ces échanges sont très très faibles. Ces échanges sont de l'ordre de simplement 10%. Et que ce n'est pas une avancée malgré que c'est une institution qui soit créée depuis 1994. Il y a encore beaucoup de politiques aujourd'hui qui ne sont vraiment pas harmonisées. Oui, mais en matière d'harmonisation, justement, beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens. Absolument, beaucoup d'efforts ont été faits, mais c'est insuffisant. Mais aucun effort pratiquement n'a été fait en matière d'échange intra-régional. Intra-régional. Donc aujourd'hui, 90% des échanges extérieurs de l'UEMOA se passent avec l'Europe, les États-Unis et la Chine, principalement en Europe, la France, qui est le partenaire essentiel, c'est-à-dire si vous voulez, selon les statistiques, la France est le premier partenaire de l'UEMOA. Et curieusement, quand vous regardez l'institution sœur de l'UEMOA dans l'Afrique centrale, je crois que c'est la CEMAC, si je ne me trompe pas, et curieusement, les échanges entre l'Union européenne et la CEMAC sont de 95%, alors qu'au sein même de la CEMAC, c'est 5% d'échanges intra-commerciaux. Donc, on dirait que
Et ces deux institutions sous-régionales qui ont tout de même, si vous voulez, le franc CFA en partage et qui ont quelque chose à voir avec la France, on dirait que c'est des institutions, soit ces institutions sont manipulées, ou alors c'est des institutions qui sont conçues pas pour l'intérêt des Africains, mais pour l'intérêt d'autres puissances qui ne font pas partie, malheureusement, de cette union. Et puis, l'ambassadeur a bien fait de le rappeler tout à l'heure, et je suis entièrement d'accord avec lui, personne ne connaît le franc CFA en France. Vous allez en France, vous avez des CFA, malgré que c'est des billets qui sont imprimés en France, personne ne connaît ça. Et ça, c'est une injustice majeure, et que, effectivement, cela relance la question fondamentale de non seulement les changements qu'on doit opérer au sein de cette organisation, mais aussi sur la question de battre monnaie, qui est une préoccupation majeure aujourd'hui pour les peuples africains. Donc ça, c'est un épisode qui vient remettre sur le tapis et réactualiser, relancer ce débat sur la question du franc CFA. Et je me réjouis, car depuis hier, il se passe un événement très important à Lomé ici. Il s'agit de la 2e édition du Forum sur la paix et sur la sécurité. Un événement auquel j'ai assisté personnellement, qui a été lancé par le président du Conseil du Togo, qui est son initiative et que je profite de cette occasion pour le saluer pour sa clairvoyance et pour son leadership. Et franchement, lors des débats, nous avons vraiment apprécié les sujets qui sont choisis pour chaque panel. Et ce qui a aussi forcé mon admiration, c'est que les dirigeants, c'est-à-dire le président du Conseil et ses homologues qui ont initié, et ses invités, ont une vision claire de ce que c'est que la paix et la sécurité. Parce qu'ils ont compris qu'il faut intégrer à la notion de paix et de sécurité la notion de souveraineté, pas seulement de souveraineté nationale, de souveraineté militaire, mais aussi de souveraineté économique et monétaire. Et ça, c'est une chose extraordinaire qu'il faut saluer. Oui, Excellence. Oui, on était en train d'interroger les facteurs du développement de la crise au sein de l'UEMOA. Oui. Et il se dit que le Sénégal a joué un grand rôle comme médiateur pour ramener tout le monde. Le Sénégal. Oui. Ce n'est pas un ministre sénégalais qui insultait les gens à tout va comme une mégère au marché à bétail. Ce n'est pas un ministre sénégalais qui racontait sa vie, son ignorance, son analphabétisme, sa méconnaissance des réalités sous-régionales. Les mots ne sont-ils pas un peu trop forts? Mais lui, ce qu'il a dit là, est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? Et tu trouves que, est-ce que j'ai des mots plus forts? Non, mais le ministre sénégalais était vraiment désobligeant. Mais est-ce que tu as écouté, pour un ministre, est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? Il a été extrêmement... On dirait qu'on l'a ramassé dans un champ d'arachide en Casamance pour le nommer ministre. Parce que quand tu es ministre et en public, mais il faut savoir parler. Mais si tu récoltais tes arachides quelque part, on vient, on t'arrache, on te met ministre, tu peux parler comme ça. Tu dis que les mots sont exagérés. Alors, si aujourd'hui, retourner chez lui, c'est chose supérieure, le président a trouvé quand même que, mon ami, je sais que c'est pour faire plaisir à qui nous savons, mais tu es allé trop loin. Alors, je prends mon bâton de pèlerin en tant que président pour corriger tes bêtises. C'est des bêtises. Le président Diomaye Faye donc s'est vu obligé, c'est mon idée, c'est ma supposition, obligé de prendre son bâton de pèlerin pour aller essayer de rattraper tout le caca puant que son ministre a fait. Donc les termes ne sont pas exagérés, il faut faire attention. Oui, d'abord, c'est pas parce que l'autre a été outrageant. Il a été outrageant. Qu'il faut lui ressembler, justement. Non, non, je ne lui ressemble pas. Je m'adresse à lui seul, alors que lui a insulté toute une communauté. Moi, je lui parle à lui seul, en tant que ministre raté. Alors que lui a insulté toute une communauté, en l'occurrence la communauté du Sahel. Est-ce que tu comprends la différence? Donc le ministre Diomaye Faye a pris son bâton de pèlerin. Le président Diomaye Faye. Le président, pardon, toutes mes excuses. Le président Diomaye Faye a pris son bâton de pèlerin. Tout l'honneur est à lui d'avoir pris cette initiative, de faire la tournée, de rencontrer ses collègues. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, on n'était pas là-bas. Mais si cela a débouché sur, disons, une solution positive, on ne peut que le féliciter. Quand quelqu'un fait bien, il a fait bien. On ne peut pas dire le contraire. Donc, il est allé voir son homologue au Bénin, son homologue au Togo,
Ils ont discuté, l'essentiel, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais l'essentiel, c'est qu'il y a eu un dénouement qu'on peut qualifier d'heureux. Maintenant, ce que je voulais dire, Monsieur Didier, vous dites que les échanges intra-communautaires, UEMOA, c'est combien? 10%. 10%. Et dans la semence, c'est combien? 5%. Parce que toi, tu croyais que UEMOA, là, c'était pour une intégration économique. Mais écoutez, nous les Africains, là, on va rester naïfs jusqu'à quand? Qui crois-tu qu'il a intérêt que vous ayez une bonne intégration économique ici? Ah non, c'est pas simplement que je crois, c'est ce que disent les tests. Oui, mais c'est pour cet objectif que l'Union a été créée. Oui, la CEDEAO même avait été créée pour intégration, circulation des biens et des personnes, mais la CEDEAO est devenue le policier, le gendarme, le père fouettard d'une puissance coloniale pour terroriser ses propres populations. On l'a vu avec l'AES. On l'a vu avec l'AES. Donc c'est la même chose. L'UEMOA n'a pas été... Mais l'UEMOA, personne n'a... Celui qui a créé l'UEMOA n'a pas intérêt que nos pays, entre eux, fassent du commerce. Tu as vu, à cause des bêtises là, mais pendant les fêtes, les pays côtiers, je ne veux même pas les citer, qui importaient leurs moutons de Tabaski du Sahel, mais ils faisaient la fine bouche, ils ne voulaient même plus en importer parce qu'ils ne veulent pas déplaire à leur grand chef blanc. Tu t'imagines, le mouton aussi? Mais Excellence, je comprends votre argumentation, mais elle me gêne quelque peu. Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui viendrait vous imposer de ne pas échanger entre vous? Est-ce que ce n'est pas gênant? Le problème, est-ce que ce ne sont pas les Africains eux-mêmes? Oui, non, pas vous-même. Oui, oui. Les Africains eux-mêmes, ils ont fait quoi? Écoute, le blanc partait. Il a cherché qui peut trouver de très dociles pour faire pire que ce qu'il faisait aux Africains. Et ces dociles-là, ils se créent et se relaient entre eux. C'est-à-dire qu'un docile à sa disparition met un autre docile qui à sa disparition va mettre un autre docile. Pourquoi tu crois que dans certains pays, il est interdit d'être candidat contre le candidat docile? Mais c'est pour qu'il n'y ait pas d'erreur et un indocile prenne le pouvoir. Le chef blanc a mis des dociles qui doivent se succéder. Il faut comprendre les choses comme elles se présentent. On ne les invente pas. Donc, si dans un pays, tu veux être président, tu as toute la popularité qu'il faut, mais on fait ta biographie, on sait que non, tu ne seras pas docile. Tu ne donneras pas des marchés gré à gré au prix surfacturé 3, 4, 5 fois. Mais tu n'es pas docile, tu ne peux pas être président. Donc, vous voulez dire que l'impérialisme a des relais à la tête de nos différents pays? Non, maintenant, l'impérialisme n'a pas simplement des relais dans nos pays. C'est-à-dire que nos pays même, les dirigeants de nos pays sont devenus les vrais impérialistes. Chacun fait toujours plus pour plaire au chef blanc. C'est ça le problème. Quand tu refuses même d'importer les moutons pour tes croyants, mais attends, est-ce que, comme tu le dis, est-ce que le blanc a demandé ça à quelqu'un? Non. Le blanc n'a pas dit à un pays côtier d'Afrique de l'Ouest, écoute, il ne faut plus importer les moutons du Sahel parce qu'il y a les putschistes là-bas. Aucun blanc n'a dit ça. Mais pour faire plaisir d'une manière anticipée aux blancs, ah non, 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 on ne veut plus des moutons du Mali, on ne veut plus les moutons du Burkina. Ça s'est passé devant nous. Donc, l'impérialisme, là, ce n'est pas seulement le blanc. Hein. Le blanc, quand il te met toi le noir devant, c'est qu'il sait que tu peux faire pire que lui à tes frères. Et on te met. Maintenant qu'on trouve dans le Sahel des gens qui ne sont pas disposés à faire pire que le blanc faisait à leurs frères, mais ils ne sont pas dociles. On ne peut pas les mettre à la tête de l'UEMOA. C'est ça qu'on vit. Cela dit, Didier Alaoui, peut-on considérer que la crise est terminée au sein de l'UEMOA maintenant que le Burkina est rétabli dans ses droits? Bon, l'épisode où la présidence tournante a été refusée au Burkina Faso n'est pas en réalité le seul problème au sein de l'Union. Si vous voulez, c'est un chapitre qui est fermé puisque le Burkina a été mis dans ses droits, c'est tant mieux. Mais les réels problèmes au sein de l'UEMOA, ce n'est pas la question de la présidence tournante. C'est le fonctionnement et les fondements même de l'institution. Et la question monétaire, la question d'échange intra-régional, voilà les vrais problèmes, les limites palpables de cette institution régionale. Et c'est ça justement c'est à ça qu'il faut réfléchir, comment réorganiser les choses.
Je le disais tout à l'heure, il y a un forum qui se déroule aujourd'hui à Lomé et lors des débats, il est clairement ressorti qu'il faut une souveraineté monétaire. C'est-à-dire que nous devons arriver à battre monnaie nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, l'UEMOA dépend fortement de la France, notamment via la parité fixe entre le franc CFA et l'euro. Donc, il n'y a pas d'UEMOA aujourd'hui sans franc CFA. L'UEMOA est fondée sur le franc CFA, qui est une monnaie qui est une monnaie coloniale, c'est une monnaie qui a été mise en place, dont l'objectif du colon qui l'a placé là n'est pas d'aider les pays africains, les pays qui sont membres de cette institution, de se développer. Et la preuve est qu'aujourd'hui, l'une des missions principales de cette UEMOA, qui est de rendre nos économies compétitives et de permettre de favoriser un plus grand échange entre nous, ça ne se fait pas aujourd'hui. Donc je crois que la crise dont vous parlez, c'est juste un chapitre qui vient d'être refermé. Mais les réels problèmes de l'UEMOA demeurent. Oui, comme les échanges intercommunautaires. Oui. Mais là, est-ce que ça ne va pas au-delà de l'UEMOA? Ce n'est pas de la politique d'inciter à la consommation locale, aux échanges intercommunautaires? Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes dans le mois du consommé local, ce qui est un mois qui est décrété par l'UEMOA. Mais vous savez, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il faut réformer évidemment les tests de l'UEMOA, mais en même temps, il faut quand même un changement de paradigme au sein des pays africains eux-mêmes. Parce que nous n'échangeons pas suffisamment entre nous. Il y a des produits aujourd'hui qu'on pourrait acheter au Togo, ou que le Togo peut revendre à d'autres pays frères, membres de l'UEMOA, mais qui aujourd'hui ne le sont pas. De quoi faire? Mais ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place une réelle politique d'échange intracommunautaire. Excellence. Consommer local, il dit que nous sommes dans la semaine du consommé. Le mois d'octobre est dédié, le mois du consommé local par l'initiative de l'UEMOA. À l'initiative de l'UEMOA. Qu'est-ce que tu crois, Gilles, quand un responsable, ministre, directeur, machin, en costume, Yves Saint-Laurent, Pierre Balmain, Hugo Boss, Azaro, va se mettre On voit que l'ambassadeur connaît bien les marques. Et puis il va s'asseoir pour dire... Mais il ne les met pas. Et pour dire à tous les pauvres bougres qui sont devant lui qu'il faut consommer local. Et toi, ton costume là, il est local. Mais le Burkina est le seul pays qui donne l'exemple. Les ministres s'habillent dans les tissus burkinabés. Les élèves à l'école, leur tenue maintenant, ce n'est plus du kaki importé. Non. Il faut le faire. Ce n'est pas la peine de faire des discours, moi, du consommer local. Non. Moi, le jour où un ministre ou un directeur en tenue locale vient parler aux gens pour leur parler du consommer local, moi, je vais l'écouter. Autrement dit, mais il est en train de me tourner en bourrique. Parce que lui-même, il ne croit pas à ce qu'il dit. Dans un pays voisin, en l'occurrence le Ghana, j'ai appris, je n'ai pas la preuve, que là-bas, au moins les après-midi, il est encouragé dans les bureaux administratifs de s'habiller en tenue locale, les après-midi. Mais dans le reste des pays francophones, à part le Burkina, qui fait ça? Parce qu'un noir, un bon nègre, ne se sent humain que quand il porte un costume de blanc. Oui, mais excellent, ça vous êtes seulement au niveau vestimentaire. On peut aller au-delà, ce que vous mangez, ce que vous consommez, même la langue. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous concentrer sur vous-même? Je vais te dire quelque chose. Le cerveau du nègre a été formaté depuis le temps de l'esclavage, passé par la colonisation et par les fausses indépendances. Imagine ceci que, j'ai toujours dit ça, c'est-à-dire que ça me fait de la peine de me répéter. Imagine qu'au Togo ici, n'allons pas loin, il y a des zones de production de riz. Il y en a à Kovié, il y en a à Gomeglozou, il y en a à Sotobois, il y en a à Mango, il y en a à Dapao, où on te produit un riz, Gilles, extraordinaire. Quand tu vas au moment de la floraison dans ces champs de riz, tu n'imagines pas le parfum de riz. La floraison, hein, le riz, il est encore le parfum qui te passe dans les narines. On le récolte, on le décortique et on le vend. Mais les gens préfèrent acheter riz thaïlandais
parfumé artificiellement. Alors, quand j'entends les nègres, les Chinois nous vendent le riz en plastique. Je dis, mais les Chinois, ils sont trop honnêtes. On devait vous vendre le riz en caca. Ils devaient prendre leur caca, transformer en riz pour vous vendre. Parce que personne ne vous oblige à acheter le riz chinois au détriment du riz qu'on a produit chez vous. Il n'y a pas que le riz chinois, ça vient d'un peu partout. Donc oui, mais c'est les Chinois qu'ils accusent. Maintenant, ils accusent les Chinois, ils accusent pratiquement toute l'Asie. L'Asie a le même climat que nous. Qu'est-ce qui vous empêche de produire? La Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, on a les mêmes climats. Qu'est-ce qui vous empêche de produire le riz? Vous sortez chaque matin, celui qui ne mange pas cure-dent, il fait politique. Celui qui ne fait pas chose, il fait droit de l'homme. Celui qui ne fait pas chose, lui, il fait démocratie. Vous produisez ça, si ça se mange, mettez ça dans la manger et cessez de vous plaindre que vous avez faim. Il faut travailler. Donc le problème paraît plus profond que ce que nous disons ici. Un vrai changement de mentalité, vous parlez de changement de paradigme, mais ça va prendre beaucoup d'années pour y arriver. En tout cas, il faut y arriver parce que tant que nous ne décolonisons pas les esprits, ça va être compliqué. Nous allons continuer à tourner en rond. Et puisque là, nous parlons de l'UEMOA, qui a comme rôle, comme mission de favoriser une intégration régionale, économique, et que nous sommes aussi dans le mois du consommé local, il est mieux qu'on fasse une consultation en direct ici, parce que c'est une occasion qui nous est offerte. Vous voyez, aucun pays, ou si vous voulez, aucun continent ne s'est développé sans le consommé local. C'est même pas possible. C'est pas possible du tout. On ne peut jamais se développer en consommant que ce qui vient d'ailleurs. Parce que c'est quand même, quand vous regarderez les chiffres, et hier justement, le professeur Kako Nubupo, professeur économiste émérite à l'université de Lomé, a donné des chiffres qui m'ont vraiment touché en la matière. Si vous regardez la hauteur de la consommation étrangère dans l'Afrique, dans la zone UEMOA, c'est terrible. C'est-à-dire quand nous prenons tout cet argent pour acheter avec les autres et que dans le même temps, nous leur demandons de l'aide, alors que l'aide qu'ils nous apportent est totalement en deçà de ce que nous on leur envoie en achetant, mais c'est scandaleux tout simplement. Aujourd'hui, quand vous prenez, je donne des exemples, ça dit que le consommé local, les pays de l'UEMOA ne sont pas logés à la même échelle. Certains sont en avance sur d'autres. D'autres ont encore besoin de faire beaucoup d'efforts. Quand vous allez par exemple dans le Sahel, mais écoutez, vous savez que j'ai un bureau à Niamey. À Niamey, les gens ne sont pas du tout complexés. Hein, et vous avez vu, bien avant même l'avènement de l'AES au Niger, l'économie nigérienne est maîtrisée par les Nigériens. C'est-à-dire les grandes entreprises, les commerçants maîtrisent l'économie nigérienne. Contrairement à d'autres pays dont l'économie est complètement orientée vers l'extérieur. Et puis quand vous allez au Burkina Faso, l'ambassadeur l'a rappelé, en matière vestimentaire et en matière linguistique, vous voyez bien comment les Burkinabés apprécient de s'exprimer dans leur langue et aussi de porter leurs habits traditionnels. Vous allez à Bamako, j'ai été frappé, ce qui m'a frappé à Bamako, c'est que j'avais des difficultés à communiquer là-bas. Parce que je parlais français, mais tous ceux que je voyais ne s'exprimaient qu'en bambara. Et après, je me suis renseigné, ils ont dit non. Quand tu vas aux États-Unis, tu fais un effort pour comprendre leur langue. Alors quand tu es ici, tu fais un effort pour parler aussi notre langue à nous. Et ça m'avait touché et j'ai trouvé qu'ils avaient raison en fin de compte. Et je me suis mis à apprendre. Malheureusement, je n'ai pas mis beaucoup de temps et je suis reparti. Donc c'est pour dire quoi? Tant que nous n'allons pas aimer ce qui nous appartient, notre culture, et faire l'effort de fabriquer et de consommer ce dont nous avons besoin, nous allons continuer à donner de l'argent aux autres, à nous appauvrir, et dans le même temps, nous allons continuer à accuser les autres. Donc, il faut un vrai changement de paradigme, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Les habits que nous portons, ça vient d'ailleurs. Les chaussures que nous portons, ça vient d'ailleurs. La nourriture que nous mangeons, c'est produit ailleurs. Le téléphone que nous tenons, c'est venu d'ailleurs. Les véhicules et les motos que nous empruntons, c'est venu d'ailleurs. Et même les armes que utilisent nos forces de défense et de sécurité, c'est venu encore d'ailleurs. Les médias que nous écoutons même. Mais justement, finalement, nous-mêmes,
quand est-ce que nous allons fabriquer ce dont nous avons besoin et le consommer? Donc, je crois que c'est une piste de solution que j'aimerais donner. Au Togo, par exemple, moi, je suggère que le gouvernement puisse instituer une journée dans la semaine où tous les fonctionnaires vont s'habiller en tenue traditionnelle. Vous êtes Kabier, vous mettez un beau costume Kabier, et j'en ai vu, et je sais que c'est très joli. Vous êtes Mina, vous êtes Wachi, tout ce que vous êtes, vous mettez votre habit traditionnel pour aller travailler le jour-là. Et vous allez voir que la conséquence, les vendeurs de ces tissus traditionnels, les tailleurs de ces tissus traditionnels, et les couturiers, et vous allez voir que ça va donner des idées aux artisans qui vont s'y mettre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'artisans qui peuvent apporter beaucoup de choses, mais malheureusement, puisqu'ils ne vendent pas ce qu'ils sont en train de produire, puisqu'ils ne sont pas en train de vendre ça en quantité, ils ne peuvent pas installer donc des industries de la chose. Donc je crois que c'est une proposition que le gouvernement togolais déclare que chaque jour, par exemple les vendredis, vous pouvez vous mettre en costume ou en tenue française, entre guillemets, comme on l'appelle, mais le vendredi, que tout le monde s'habille en traditionnel et que les gouvernants eux-mêmes donnent l'exemple au sommet de l'État, dans le gouvernement, dans les institutions, qu'on commence par mettre nos habits à nous. Mais bon, habits traditionnels, on peut avoir des tenues, des vestes, tu as vu mais fabriquées au Togo. Ça aussi, c'est un peu. Ça aussi, c'est une possibilité. Tu as vu le ministre Doucet à l'Assemblée générale des Nations Unies, avec les perles. Avec les perles et le pagne Kente. Est-ce que tu comprends? Mais ici, les Kente, c'est vrai, c'est devenu une affaire de chef. Mais je suis sûr que si tu n'es pas chef et tu portes Kente, on ne va pas quand même te faire la guerre pour ça. Moi, j'admire beaucoup le Kente. Et quand ces chefs-là, pour ça, ils ont très fière allure. Quand tu vas au Ghana ici, le Kente, mais c'est un mythe. Et quand les chefs portent le Kente, ils ne te mettent pas des chaussures machin, non. Ils ont des chaussures adaptées, des sandales. Au Ghana, on n'en parle pas, hein. Les sandales à Inouï qu'ils portent, les sandales adaptées au Kente. Mais pourquoi nous, les francophones, on a le cerveau aussi cramé, incapable d'initiative, incapable d'actes qui peuvent booster nos économies? Mais il faut un minimum de protectionnisme dans nos pays. Sinon, parce qu'on ne peut pas dire non, le marché est ouvert. Le marché est ouvert. Aucun entrepreneur togolais, burkinabé, ne peut concurrencer ni la Chine, ni la Malaisie, ni Singapour. Vous ne pouvez pas. Il faut un minimum de protectionnisme pour vous permettre d'engranger un capital vous permettant d'améliorer vos productions pour être au niveau de ces gens. Sinon, ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas économiste, mais ce n'est pas possible. Non, je crois que dans nos pays, les États les gouvernants doivent faire un effort pour créer le cadre, c'est-à-dire renforcer le soutien aux artisans et aux producteurs locaux. Ça, même aux États-Unis, l'agriculture est hautement subventionnée, et même en Europe. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les concurrencer aussi, entre autres. D'abord, déjà que nous-mêmes, nous ne consommons pas ce que nous produisons. Donc, il faut donner les moyens aux agriculteurs locaux, aux transformateurs locaux, de pouvoir produire à grande échelle, de pouvoir transformer. Et maintenant, le premier marché, c'est nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on consomme ce que nous produisons d'abord chez nous et que maintenant, quand nous en avons d'excédents, eh bien, nous cherchons maintenant des débouchés pour ça. Parce que sur le plan local, on en a suffisamment consommé. Donc, je crois que ça ne doit pas... le consommer local doit aller au-delà d'un mois de sensibilisation, doit aller au-delà des beaux discours, mais à quoi on doit leur donner? On doit donner au consommé local un contenu réel. Et puis, c'est quand même triste de voir qu'il faut rappeler, qu'on soit obligé de rappeler à l'Africain qu'il doit consommer ce qui est produit chez lui. Mais c'est-à-dire que c'est ahurissant et c'est triste. Oui, Didier, vous, par exemple, dans votre plat, est-ce qu'on retrouve régulièrement... Absolument. Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais mieux que ça. Lorsque Africa Dev a voulu ouvrir ses portes à Lomé, je voulais faire des acquisitions. C'est-à-dire que d'abord, pour l'appartement, je voulais mettre des meubles et pour le bureau également. Alors, le jeune homme qui me suivait m'a amené dans un grand centre où... je vois d'autres nationalités qui ne sont pas des Togolais.
Et ils avaient vraiment une très grande entreprise et ils ont mis beaucoup de meubles et les prix sont abordables. Voilà. Ben, je suis resté à tourner un instant, j'ai dit, mais ceux-ci sont déjà riches, pourquoi leur remettre mon argent? Voilà. J'ai demandé alors au jeune homme qui me suivait, qui est d'ailleurs mon neveu, j'ai dit, mais allons-y voir les matelassiers togolais là, qui sont, il n'y en a pas? Il m'a dit, oui, il y en a. Donc on est parti et j'avais vu, et Dieu sait que ça m'a beaucoup plu. Le jour où vous viendrez chez moi, Jules, vous verrez ce que j'ai chez moi comme salon et comme fauteuil, et j'ai acheté avec eux. Et je ne me plains pas, je suis à l'aise dedans. C'est produit par des artisans, par des matelassiers locaux. Et j'étais fier de leur avoir donné cet argent. Et tout ce que j'achète régulièrement, je m'efforce de donner cet argent aux locaux. Et même, je vous informe, et même pour la connexion Internet, on m'avait proposé de m'abonner auprès d'un groupe là, qui n'est pas togolais. Et j'ai demandé, est-ce que l'État togolais ne fait pas de la fibre optique? On m'a dit oui, alors je suis allé, j'ai payé dans les caisses de l'État. C'est ce type de comportement que nous devons tous avoir. Et aujourd'hui, quand je sors, quand je vais dans un restaurant avec ma famille ou avec mon épouse, je tâche d'aller dans des restaurants qui sont des restaurants togolais. Et là, je suis sûr que quand je donne cet argent peut rester dans le pays. Et c'est ça que nous ne faisons pas, c'est pourquoi nous crions tout le temps que l'argent ne circule pas. Parce que l'argent ne circule pas, pourquoi? Parce que quand le Togolais sort, il veut consommer, il va dans un restaurant qui est tenu par quelqu'un d'autre. Avec du bon vin, du champagne. Bon vin, etc., etc. Et puis la conséquence de ça, c'est que, évidemment, celui-là ramasse tout cet argent et il l'envoie chez lui. Donc il faut améliorer, il faut corriger ces genres de comportements. Donc, le développement, ce n'est pas seulement des politiques sur papier, mais c'est un comportement et c'est un mode de vie. En tout cas, la présidence tournante du Burkina, est-ce que ça va raffermir le franc CFA ou précipiter sa chute? C'est une question qui reste, que nous allons aborder dans la seconde partie, tout en relayant vos contributions qui tombent déjà par dizaines, par centaines ici. À tout de suite pour la seconde partie de Ringwood Forum.